Amis du café, amis des brassards de la préfecture de police. Oh, j'ai oublié de fermer ma porte derrière. Comment allez-vous? Il est 17h05. Amis des portes ouvertes, bonsoir. Tout à l'heure, nous en étions au cinquième heure de staccanovisme d'Opost. Les Stakhanov, c'est vous, c'est les modos que je salue. Eurial, Jessie, Olivier, Robin. Quand soudain, quelqu'un a dit vous êtes au courant que Alexandre Langlois du syndicat Vigie fait des vidéos de compte rendu en fait, de compte rendu de procès. Donc je suis allé voir et je me dis ah oui ouais en effet le gars il a fait premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième jour, 4 jours de procès puisque le procès de Benalla se tient pas tous les jours, il se tient du mercredi au vendredi. Et donc, c'était une info de Yanninou, ok, super. Alexandre Langlois, c'est donc ce policier, ancien CGT Police, qui est parti pour fonder Vigie. Je vais dire Vigie Pirate, non, Vigie Police. On parlera du procès Benalla avec lui, mais pour les grands fidèles, il était prévu que Langlois vienne déjà printemps dernier, puis ça s'est pas fait, par ma faute, j'ai repoussé. Donc maintenant il est candidat à la présidentielle, mais ce soir on va parler que de Benalla, puisque Vigie s'est porté partie civile. On verra pourquoi et comment. Donc on ne parlera pas du programme politique d'Alexandre Langlois, sur lequel il y aurait beaucoup à dire. On ne parlera pas non plus de trop du syndicat Vigie, sur lequel il y aurait aussi des choses à dire. Mais on écoutera Alexandre Langlois nous parler de ce procès Benalla qui se tient donc depuis la semaine dernière au tribunal de grande instance de Paris. Attendez, bougez pas, je vais faire une petite pause technique, le temps d'aller fermer ma porte. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Messieurs, dames, bonjour. Alexandre Langlois, tu es au Palais de Justice de Paris. Est-ce que tu m'entends d'abord? Je t'entends très bien et effectivement, je suis au palais de justice pendant le procès, donc Benalla. Alors, on a un petit décalage, mais je pense que c'est bon. Attends, je vérifie auprès de tout le monde. Est-ce qu'il y a une suspension de séance? Est-ce que la séance est terminée ou est-ce que tu es sorti pour le live? Je suis sorti pour le live parce que les séances durent un peu jusqu'en général vers 19h30. Ok, alors, Alexandre Langlois, donc on se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. Euh, il est question que tu viennes un jour au poste pour parler de ta carrière et de ta candidature à la présidentielle. Juste un petit mot et après on sera sur Benalla et uniquement Benalla. Tu as commencé à récolter les 500 signatures ou pas? Oui, j'ai commencé parce que c'est le nerf de la guerre et ça va en plus s'amplifier parce qu'on collecte au fur et à mesure les informations pour pouvoir distribuer l'information aux maires, aux élus, aux conseillers régionaux, départementaux, enfin tous ceux qui peuvent donner un parrainage. Et alors, comment ça se passe? Bah, ça se passe, déjà, ça a été compliqué au début, ce qu'ils avaient dit, les maires avaient dit juillet-août, on va se reposer parce qu'on a dû organiser les régionales et les départementales. On était responsable de tout, mais on était libre de rien sur l'organisation, donc ça les avait un petit peu fatigués et épuisés. Et après, pour le reste, bah, ça dépend. Il y a du contact interpersonnel, des mails qui sont envoyés. Là, prochainement, il y a un maire qui m'a dit, bon, bah, écoute, moi, j'avais dit que je donnais ma signature à personne. Mais comme tu es un élu du breton du coin, bah, viens au conseil municipal et puis si tu arrives à convaincre mon conseil municipal, je donnerai ma signature. Donc ça, enfin c'est la diversité qu'il y a en fonction des tailles des villes, des gens rencontrés. Donc il n'y a pas de scénario type. Dac. Alors, tu es au tribunal de justice de Paris, puisque depuis la semaine dernière, s'est ouvert enfin le procès d'Alexandre Benalla. Alors d'abord, qu'est-ce que toi, autre Alexandre, tu fais là? Pourquoi tu es là? Et ben du coup ça c'est sous ma casquette secrétaire général du syndicat Vigipolice. On avait déposé plainte dès la parution des vidéos sur les frasques de Monsieur Benalla et Monsieur Kras en 2018. Et ça a pris 3 ans et demi avec après une constitution de partie civile quand un juge d'instruction a été nommé suite aux demandes de notre avocat. Et aujourd'hui, ben, enfin, se tient le procès parce que ces personnes ont attaché aussi bien l'image de la police, la confiance de la police en la population, enfin quelque chose de catastrophique pour le contrat social. Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire que
Vous, le syndicat, Vigie, vous considérez qu'Alexandre Benalla a donné une mauvaise image de la police. Il aurait dû tabasser mieux. Alors du coup, ça c'est ce qu'on peut dire en rigolant, mais sans ça, sans de façon plus sérieuse, l'image de la police, ça se plus à ce moment-là, il y a des policiers qui étaient agressés en service et hors service avec à cause de vidéos de violences policières, certaines qui ont fait l'objet de sanctions. Et du coup, là pour le coup, c'était pas des violences policières, c'était des violences élyséennes pour le coup, vu qu'ils ne dépendaient pas de la police nationale. Et en fait, il y a plusieurs choses qui ont été problématiques dans cette affaire et qui nous ont incité à nous porter partie civile, enfin d'abord déposer plainte et partie civile. Pour le moment, il y a une éviction dans un service public et alors dans un maintien de l'ordre avec port d'insignes de façon parfaitement illégale. Ça pose une question parce qu'après sur le travail des policiers, beaucoup de gens ont demandé mais est-ce que vous êtes vraiment des policiers? Il y a une suspicion légitime qui complique le travail au quotidien de tous les policiers. La deuxième chose aussi, il y avait un problème de rapidité dans la sanction. Il y avait quelqu'un qui avait été jugé en octobre 2017 parce qu'il prenait la qualité de policier pour aller contrôler des prostituées et des bars. Et la justice a mis 2 mois à faire tomber son verdict. C'était 4 mois de prison, interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant 10 ans et interdiction de port d'armes à vie. Là, ça avait pris beaucoup de temps et donc au bout de 3 ans et demi, on a enfin le procès. Sur les sanctions, ensuite, qu'on avait pu découvrir, Monsieur Benalla et Monsieur Kras ont été sanctionnés de 15 jours d'exclusion temporaire de fonction par l'Élysée, une fois que l'Élysée était au courant de ce qui s'était passé, mais des 15 jours d'exclusion temporaire de fonction en étant payés. J'appelle ça des vacances, assez communément. Et ils avaient dit ça, Monsieur Benalla l'a reconfirmé pendant l'audience. Il a dit non, non, ça c'était au cas où on se fasse choper par une vidéo. On avait fait ça pour bricoler une excuse comme quoi on avait été sanctionné. Mais bah, du coup, quand on est rendu à assumer devant le tribunal que c'était du bricolage, voilà où on en est. Et finalement, Monsieur Benalla et Monsieur Kras ont été licenciés, non pas parce qu'ils avaient outrepassé, je veux dire, leurs droits, ils s'étaient immixés dans une fonction de police, avaient molesté des manifestants. Non, non, non. Ils ont été licenciés parce qu'ils avaient porté gravement atteinte à l'image du président de la République. Donc ça aussi, ça pose quelque chose de très grave, en tout cas pour des policiers républicains, dans l'ordre de valeur de cette République. Nous, ce qui nous semble, c'est de protéger l'intégrité des personnes et des biens, comment c'est notre métier, et l'image du président passe largement après. Donc, on peut la protéger aussi, mais enfin, on choisir entre les deux, d'abord les personnes et les biens. Donc, il y a cette inversion très grave des valeurs, et ce qui fait que confirmer en fait l'utilisation catastrophique de la police à des missions et à des qui ne sont pas les siennes par les gouvernements successifs depuis M. Valls, qui s'est encore aggravé sous M. Macron. Donc, en fait, c'était l'occasion d'essayer d'aller démanteler tout ça, d'aller chercher des responsabilités, parce qu'on a déposé plainte contre M. Benalla et M. Kras, mais également contre X. Parce que notre objectif était qu'on puisse remonter aux responsabilités de chacun, qu'on sache un petit peu qui fait quoi pour pas que ça se reproduise. Parce que si jamais M. Benalla et M. Kras sont sanctionnés à la hauteur de leur acte, il ne faut pas non plus qu'ils servent de fusible pour que tous les autres qui sont au-dessus soient protégés et que demain, bah, malheureusement, ça puisse se reproduire. Et là, c'est la grosse différence, c'est que nous sommes la police française et M. Benalla et M. Kras ne sont pas la police française, c'était plutôt une milice élyséenne. Donc voilà, il y a ce côté-là où si on veut rétablir la confiance, il faut être transparent, il faut faire des choses. Et l'opacité élyséenne ne portait pas du tout dans ce sens-là. Donc du coup, voilà notre pourquoi avoir déposé plainte, pourquoi avoir cette constituée partie civile et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et il y a quand même des déclarations de M. Benalla et M. Kras qui valent leur pesant d'or tous les jours. Alors, ah bah alors allons-y. Mettez-vous à table, monsieur le policier. Ah, mais Alors, on a il eu, faut là, on juste, avait, il faut juste rappeler quand même les fonctions d'Alexandre Benalla à l'époque et de Vincent Kras également. alors justement, c'est un des enjeux du procès, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils avaient comme fonction. Parce qu'on n'a pas encore tout déterminé très clairement finalement. Monsieur Kras, lui, c'est assez clair, il était en charge de la sécurité de la République en marche, faisait quelques périodes de réserve en tant que gendarme à l'Élysée et était responsable de la formation d'un corps de gendarmes réservistes de 14 personnes et on sait toujours pas ce qu'ils font. Voilà, donc ça c'est un des grands mystères de cette enquête, c'est pourquoi il y avait besoin d'un corps de gendarmes réservistes à l'Élysée alors qu'il y avait déjà un commandement militaire, une protection du président, donc c'est un mystère de pourquoi ils étaient là. Mais c'était l'émission de Monsieur Kras et il avait le droit d'avoir un port d'armes au début uniquement dans le cadre du siège de la République en marche parce que ils avaient peur d'être attaqués, il fallait qu'ils puissent se défendre. Enfin bon, pourquoi pas. Ils ont mis beaucoup de temps à avoir leur permis de port d'armes. Monsieur Benalla, c'est plus compliqué parce qu'il a joué sur plusieurs tableaux. Il s'est toujours présenté comme un gentil collaborateur du président de la République en tant qu'adjoint au chef de cabinet. Sachant que le chef de cabinet lui-même était partie civile au procès par rapport aux agissements de M. Benalla. Donc on voit un petit peu l'ambiance qu'il y avait à l'Élysée, en tous les cas à la chefferie de cabinet. Et la deuxième chose en fait qui pose problème, c'est que M. Benalla s'est battu pour avoir un port d'armes parce qu'il lui a été donné pour l'exercice de mission de police
Donc, il s'est toujours défendu de faire de la sécurité du président, mais il a un port d'armes pour des missions de police. Après, ça a été également confus dans ses explications sur ses fonctions. Il organisait les déplacements privés de Monsieur Macron. Il ne rendait pas compte à son supérieur hiérarchique, qui était François-Xavier Loche. Pourtant, les juges au tribunal lui ont dit, mais c'était bien votre supérieur, donc bah, vous devez lui rendre compte hiérarchiquement, c'est les procédures administratives. Il a dit, non, non, moi je le rendais compte que directement à Emmanuel Macron. Et en plus, Monsieur Emmanuel Macron m'avait dit que ça ne le regardait pas, c'est moi qui organisais les déplacements. Après, il a justifié d'avoir une arme en disant bah, c'était pour les déplacements privés. Il y avait un allègement du dispositif GSPR, donc les policiers et gendarmes qui protègent le président de la République, en disant c'est pour ça que j'étais armé au cas où. Remarque assez pertinente, il suffisait de demander à un policier ou gendarme supplémentaire du GSPR qui aurait exactement fait le travail à ce moment-là de protection supplémentaire. Le GSPR, c'est le service d'escorte, Le gros, le groupe, voilà, le groupement de sécurité de la présence de la République c'est ça. sur ses déplacements à l'extérieur. Donc du coup, c'était Monsieur Benalla s'était équipé pour ça. Après, il a justifié qu'il s'était équipé parce qu'en fait, c'était quelqu'un de médiatisé, qui était toujours proche du président de la République et qu'il avait besoin d'assurer sa sécurité personnelle. Et là, il est tombé dans l'ignoble. Je vois pas d'autres mots. Même la présidente du tribunal l'a repris. Il a dit, vous imaginez, il y a des policiers et des gendarmes qui sont assassinés chez eux, par exemple, Magnanville. Donc, Monsieur Benalla imagine qu'il lutte contre le terrorisme, qu'il est en danger comme des policiers qui peuvent arrêter des terroristes ou des criminels. Et lui, il s'est mis au même niveau. Et donc, il y a quelque chose d'assez ignoble de comparer sa situation personnelle pour avoir un port d'armes avec un drame qui s'est passé à Magnanville. Et c'est d'autant plus C'est-à-dire gênant. il a cité Magnanville nommément? Ah, il a cité Magnanville nommément, voilà, en disant que c'était pour ça qu'il avait besoin d'être armé 24 heures sur 24. Il était en danger. Voilà, vu le contexte. Donc, il a été rappelé à l'ordre par tout le monde. C'était assez ignoble. Voilà, donc ça ne fait que confirmer notre volonté d'avoir un résultat dans ce procès. Et après, il avait aussi précisé, la présidente du tribunal avait fait remarquer quand même que Monsieur Benalla, vous n'êtes pas policier. Donc, en fait, eux, ils peuvent avoir des armes chez eux. Ça semble à peu près encore cohérent. Vous, non, il n'y avait pas de raison. Donc, il a eu un port d'armes. Et en plus, un port d'armes qu'il a eu de façon assez bizarre. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a refusé de lui donner un port d'armes, donc c'était Monsieur Gérard Collomb, et ils sont passés par la préfecture de police, pas des coups de téléphone entre amis. Voilà. Donc voilà. Et quand on demande à Monsieur Benalla, mais quelles sont les missions de police que vous exerciez, sa réponse est c'est pas moi qui ai décidé de ce qu'il y avait sur le port d'armes. Voilà. Parce que Monsieur Benalla, en fait, dans cette affaire, ils ont beaucoup de troubles d'amnésie, très passagères sur des points ciblés. Et après, quand on leur donne des choses et qu'ils ont eu des choses, c'est pas eux, on leur a donné. Donc c'est coup de chance. Ils n'ont pas dit le contraire. Donc sur les coups de chance de Monsieur Benalla, il était chef de la sécurité pendant la campagne de Monsieur Macron. Il a dit que c'était juste un titre comme ça pour discuter avec les partenaires. Après, il a été nommé lieutenant-colonel de gendarmerie de réserve. C'est comme ça, au hasard. Quelques jours après que Monsieur Macron soit à l'Élysée. Donc en fait, il a dit je vais pas refuser, on me l'a donné, c'est parfait. Donc voilà, donc on a beaucoup de choses et la chose intéressante qu'on a eue et qui, je pense, t'intéressera particulièrement, David, c'est ce qu'on a Alors attends, découvert hier soir. Pardon. bouge pas une seconde. Je remarque là, parce que c'est la première fois que je te vois au travail finalement. Euh, je vois l'officier de renseignement. C'est-à-dire que là, t'as pas de notes et tu nous racontes tout comme si tu assistais clandestinement à un meeting de la CGT ou je ne sais quoi et tu es capable de tout nous restituer sans notes. Ah. Alors sans notes, c'est parce que j'ai révisé toute la semaine à faire des petites vidéos de compte rendu C'est et vrai, que je note c'est tout vrai, et que c'est vrai. comme j'ai tout noté sur mon petit papier, j'ai eu le temps Non, de parce que les réviser gens et de dans vous le chat, garder l'intégrale. les gens dans le chat t'aiment bien, mais je voudrais juste rappeler quand même que ton travail, c'est le renseignement, hein. Aussi, Eh voilà. oui, Enfin, je saisis le aussi. renseignement jusqu'à temps que j'ai plus Voilà, le droit de l'exercer avec mes déboires au sein de la police. Voilà. absolument. Et donc, alors, qu'est-ce qui pourrait Bah, m'intéresser particulièrement? quelque chose de croustillant pour toi qui as suivi toutes les manifestations Gilets jaunes. Donc, tu te souviendras du syndicat Unité GP et de son fameux secrétaire général qui avait dit à un moment sur un plateau de Yves télé, il a eu Lefebvre. sa main arrachée, bien fait pour sa gueule. Yves Lefebvre. Et on a eu exactement Yves Lefebvre. Et on a eu la surprise de voir ce syndicat partie civile à nos côtés dans ce tribunal. Alors au début, on n'a pas compris. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? On n'a vraiment pas les mêmes valeurs à défendre, eux. Et voilà. Donc finalement, hier, il y a leur avocate, parce qu'ils ne font pas l'effort de se déplacer, ils ont juste délégué à leur avocate. Et elle a posé des questions à Monsieur Benalla. Et Monsieur Benalla s'est emporté. Il a dit oui, ben moi j'en ai marre, ça m'écœure de voir des syndicats de policiers qui sont partie civile aux côtés de gens qui agressent les policiers. Et en plus, il y a un des deux syndicats de police qui est ici que parce qu'ils avaient demandé de faire une transaction avec Emmanuel Macron qu'ils n'ont pas obtenu. Et comme ils l'ont pas obtenu, ils se sont constitués partie civile. Bon, comme moi j'étais sûr que c'était pas Vigie, voilà, en tant que secrétaire général, donc il restait par hypothèse qu'une seule personne, déduction policière
très rapide. Et du coup, voilà, donc Unité SGP est ici parce qu'ils avaient essayé de négocier leur non-constitution de partie civile en échange de transactions avec le président de la République, qui a priori n'a pas cédé à leur chantage vu qu'ils sont présents donc aujourd'hui à l'audience. Alors attention parce que là tu masques tes yeux, c'est peut-être volontaire, mais il faudrait baisser. Ah, mais Voilà. je sais pas quelle. Est-ce que moi j'ai une autre image et en fait c'est la petite image en bas. C'est la Ah, petite voilà. image en bas, voilà. Non, non, mais ça Ah, va. bah voilà. Voilà, là, voilà. Attends, bah voilà. Tu vois, c'est la première fois que voilà, je vais te mettre comme ça et c'est bon. Voilà. Voilà, là, ça se professionnalise. Vincent Kras, il est aussi à l'Élysée. Alors Vincent Kras, c'est encore une autre histoire, parce que là, pour le moment, on est rendu aux suppositions hein, de ce Oui. qui se passe par rapport à tout le déroulé des séances. Donc ça, c'était les découvertes que j'annoncerai ce soir, mais tu l'as en primeur du coup. C'est pourquoi il était là. Donc déjà, il y a la réponse, c'est Monsieur Benalla l'a invité. Donc déjà, c'est Monsieur Benalla, il y avait un statut d'observateur sur la manifestation du 1er mai qui était pas très clair. C'est-à-dire que ça était un peu bricolé dans un coin où tout le monde se renvoie la balle. Vincent Kras, lui, il y a même pas de bricolage. C'est Benalla qui l'invite le matin même et qui dit c'est bon, on y va. Un petit peu comme deux enfants qui vont au parc d'attractions pour aller se tabasser des manifestants. Voilà, c'est que au parc d'attractions, c'est des manèges. Là, c'était une autre sorte d'adrénaline qui est quand même beaucoup moins légale. La deuxième chose, c'est que Monsieur Vincent Kras, pour cette manifestation, va aller s'équiper. Le matin, il passe au siège de La République En Marche, alors qu'il n'a plus de port d'armes autorisé. Il prend son arme au siège, passe à l'Élysée. Ah, il y a une remarque pertinente des juges qui a dit mais vous rentrez à l'Élysée armé et personne ne vous dit rien alors que vous n'avez rien à y faire armé. Il fait ah bah non, je connaissais la personne à l'entrée, donc voilà. Donc a priori, on peut rentrer à l'Élysée comme dans un moulin à vent, y compris armé. Et après, la juge lui a posé la question mais vous étiez armé pourquoi? Il a dit d'abord c'est parce qu'il y avait des black blocs. Alors la juge lui a dit bah, du coup vous comptiez tirer sur les black blocs. Il a Ah vraiment bah dit non. ça? Il a vraiment dit ça? Ouais, ah bah oui, 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 voilà. Donc il a dit ah bah non, je vais pas tirer sur les black blocs. C'est vrai, ça pas cohérent. Sur les drones? C'est parce que j'avais dit donc il y avait une menace terroriste. Alors la juge a dit donc vous avec votre petit pistolet vous pensiez arrêter des terroristes alors qu'il y avait des policiers, des gendarmes en quantité. Elle a dit monsieur Kras, si vous aviez peur, le mieux c'est de pas venir. Hein. Je veux dire, vous pouviez rester chez vous, vous étiez pas obligé de venir. Donc ouais, il y a des petits échanges de passes d'armes C'est entre. Isabelle Prévost-Després, la présidente, c'est ça? Je crois que c'est ça. Oui, j'ai plus son nom en Ah bah tête. bravo, bravo, monsieur le policier. Non, je crois que Ah bah c'était. du coup, tu vois, quand j'ai pas tout révisé dans mes notes, voilà, tu vois, c'est. Ah bah moi, je passe rien à la police. C'est bien. Voilà, mais Non, elle est plutôt pince sans rire, elle, non, c'est ça? Il me semble. c'est ça, et heureusement qu'elle est là. Les assesseurs qui ont pris la suite des débats sur un des assesseurs qui a pris la suite des débats est dans le même état d'esprit, et heureusement parce que face à Monsieur Benalla et Monsieur Kras, qui sont dans un état d'esprit assez détendu face au tribunal et qui n'hésitent pas à dire on se souvient plus, on sait plus rien. Voilà, avec un moment, je veux dire qui était assez cocasse. Tout le monde se souviendra quand Monsieur Benalla avait son arme à Poitiers. Une arme qu'il pointait sur une serveuse dans Mediapart. Ça a été révélé par Mediapart. Et donc là, M. Benalla était formel. Il ne se souvient pas de ce moment. Il ne se souvient pas d'où vient cette arme. Il ne se souvient pas où elle a fini. Il ne se souvient pas qu'elle était dans sa main. Par contre, il se souvient parfaitement que c'était un faux. C'était un pistolet à eau. Voilà. Donc une mémoire très 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 sélective. Et voilà. Donc pour le pistolet à eau, très très bonne mémoire. Pour le reste, il ne savait plus. Donc voilà. Et sinon sur Monsieur Kras, donc voilà, donc des fonctions un peu bizarres, mais au fur et à mesure, on commence à se dire que là, on était sur le jardin des plantes, où il y a eu plusieurs, les premières interpellations faites par Monsieur Benalla et Kras de façon parfaitement illégale. Le jardin des plantes, c'est ça. C'est avant la place de la Contrescarpe, avec les fameuses images de Tahabou Hafs. Et ça sera abordé demain après-midi. Ça, je le sais. Je vais essayer de venir. Et figure-toi que je serai peut-être demain dans la salle. Ah bah on se verra demain alors. On se verra demain, voilà. Ça fera un peu plus de journalistes et de médias, parce qu'il n'y a pas grand monde. Alors, on va parler de ça, évidemment, si tu as encore quelques minutes. Donc, là, vous avez parlé de Jardin des Plantes. En fait, c'est les premiers coups qu'ils vont porter en toute illégalité. Alors là, illégalité, légitimité, enfin, il n'y a rien qui... Voilà. Et donc ça a été abordé déjà, c'est ça? On a commencé le Jardin des Plantes hier, parce qu'il y a deux affaires au Jardin des Plantes. Donc la première, c'est l'interpellation d'une personne qui a été du coup après jugée pour avoir jeté, enfin en tous les cas attaqué des policiers. Mais quel que soit ce qu'a fait cette personne, elle a été condamnée pour ce qu'elle avait fait, mais ça ne permettait pas à Monsieur Kras et Monsieur Benalla d'intervenir. Donc on leur a rappelé ce que c'était qu'un rôle d'observateur, donc c'est d'observer. Ils ont dit, bah oui, mais comme il n'y avait pas vraiment de consigne claire, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Bon, déjà. Deuxième chose, assez méprisant pour les policiers, ils ont dit que s'ils n'étaient pas là, ils auraient pas pu, cette personne n'aurait pas été interpellée. Bon, ce qui est faux, parce que c'était une compagnie d'intervention qui a arrêté cette personne. Et eux, après, ils l'ont escortée pour la présenter à un autre policier.
Et en plus, chose qui était intéressante, c'est qu'ils étaient, les gens de la compagnie d'intervention se sont dit, oh là là, eux, ça doit être un petit peu des novices parce qu'ils savent pas très bien transporter une personne. Donc, ils ont envoyé 5 autres policiers pour les escorter. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rendu service à personne. Au contraire, ils ont même mis en danger des policiers, un peu cassé le dispositif. Et au final, ce jour-là, À encore de casser le façon pratique. dispositif, pour vous, c'est ce qu'il y a de pire. Mais non, c'est pas le pire, c'est qu'après, ça peut être le pire parce que si des policiers sont pris à revers, si des gens ne peuvent pas faire les choses convenablement, et en plus, quand les policiers sont sous-effectifs, c'est à ce moment-là qu'ils utilisent leurs armes pour compenser le sous-nombre. Donc c'est même contraire aux intérêts des manifestants qui pourraient être à côté. Il vaut mieux avoir le maximum d'êtres humains pour avoir le minimum d'usage d'armes. C'est en tous les cas la politique aujourd'hui faite par nos préfets de police successifs. Donc du coup là complètement contre-productif. Donc ils ne l'ont pas interpellé, ils ont transporté la personne et ils essaient de se justifier en disant ben oui, mais on a agi comme tout citoyen qui quand il voit un crime ou un délit interpelle la personne en attendant la police. Et en attendant la police, alors qu'ils sont entourés de policiers, donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont attendu. Donc ça pose de vraies questions sur la défense en droit. Ça vaut rien du tout. L'autre chose aussi qui a posé question, c'est qu'imaginons que cette personne avait été armée, ce qui n'était pas le cas, la personne appréhendée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de fouille, de palpation, de mise en sécurité de la personne au cas où. Donc ça veut dire la personne aurait pu mettre en danger les vrais policiers qui étaient autour d'elle. Donc on a ce premier coup d'éclat de Monsieur Vincent Kras et Monsieur Benalla. Donc ça, c'était la première affaire. Donc là, illégale jusqu'au bout. Avec quand même aussi un petit truc, il y a 2 commissaires qui sont mis en cause dans cette histoire. Monsieur Simonin qui avait proposé à Monsieur Benalla de Alors, venir et Monsieur, j'allais y venir. pardon, Parce qu'en fait, il y a 4 prévenus, hein. Il y a 4 Kras, prévenus, c'est Benalla ça. et les 2 autres de la Et les préfecture de deux. police. J'allais y venir. Mais justement, parce que là, ils ont donné des témoignages, mais c'est pour montrer à chaque fois des fois le courage de certains hiérarques de la police nationale. Donc, Monsieur Simonin, qui est le plus gradé des deux, donc a été appelé à la barre pour dire bah, qu'est-ce que vous pensez de cette scène. Donc, il a dit moi, je vois 2 citoyens qui ont appréhendé des gens qui étaient dangereux pour la police. Alors, savoir que c'est bien connu, tous ceux qui écoutent cette chaîne verront bien que 2 citoyens avec un brassard police, une radio et un avec une matraque en main, c'est des citoyens lambda qu'on croise tous les jours. Le deuxième commissaire, c'est tout à son honneur, c'est Monsieur Crozat, a dit non, non, ils n'avaient rien à faire là, ils ont perdu plus tout le système, ils n'avaient pas, des observateurs n'ont pas à intervenir. Ah, c'est tout à Ils son agissent comme, honneur. C'est le truc classique des petits voyous. C'est que je balance l'autre pour prendre une peine plus petite. non, c'est même pas balancer l'autre, c'est que en plus là c'était on leur demandait juste un avis externe. En fait, ils avaient rien à y D'accord, gagner ou à y perdre. d'accord. C'est juste leur point de vue professionnel. Et avec un côté ici pour Monsieur Simonin, c'était de dire ah ben oui c'est pas de ma faute, c'est le major qui devait les encadrer qui m'a pas prévenu. Voilà, donc savoir que Monsieur Simonin était dans la salle de commandement à ce moment-là, donc il avait accès à toutes les vidéos, qu'il avait mis quelqu'un qu'il n'avait pas formé et un major de police pour encorder quelqu'un qui est le bras droit de l'Élysée, c'est quand même compliqué. Donc en fait il a dit non c'est pas moi, c'est le petit gars sur le terrain, c'est de sa faute. Le deuxième commissaire a au moins eu l'honnêteté de dire bah non, attendez, il y a un vrai problème, ils ont rien à faire là, c'est pas des citoyens lambda et ils ont gêné toute l'opération de police. Donc et les 2 commissaires dans l'histoire n'avaient rien à gagner ou à perdre parce qu'ils n'étaient pas incriminés pour ces faits-là techniquement. Les, les, les relations préfecture de police, Élysée, Benalla, est-ce que on apprend des choses ou est-ce que ça reste Bah, secret, ça reste opaque? les choses qu'on a appris, mais qui étaient déjà sorties dans la presse, mais qui ont été confirmées, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas donné de port d'armes, mais la préfecture police l'a octroyé. Voilà. La deuxième chose aussi, c'est que Monsieur Benalla a été sur le terrain de la préfecture de police et il a dit qu'avec la préfecture de police, c'était plus facile. C'est le directeur de cabinet qui avait dit qu'effectivement Monsieur Benalla avait plus de relations avec la préfecture de police parce qu'il travaillait plus sur la petite couronne et Paris même. Parce que dès qu'on dépasse la zone de la petite couronne, on passe en zone police nationale, je vais dire normale. Voilà, c'est aussi quelque chose d'assez bizarre dans la police nationale, c'est qu'il y a un préfet de police qui a le même statut et les mêmes pouvoirs que le directeur général de la police, chacun sur des zones de compétences différentes. La deuxième chose aussi qu'on a pu apprendre, c'était sur ces passeports, les fameux passeports aussi diplomatiques et comment il s'appelle de service que M. Benalla a demandé à plusieurs reprises. Mais là, effectivement, ça change de la question que tu m'as posée sur la préfecture de police. Non, sur la préfecture de police, c'est tout ce qu'on a appris, qu'il y avait des liens particuliers et qu'ils travaillaient régulièrement ensemble. Et que voilà, après on n'a pas eu plus de détails. On n'a pas Dans eu le plus de chat, détails. TFA nous dit TFA, hein. Du coup, on peut trouver une bonne chose faite par le ministère de l'Intérieur pendant ce quinquennat à refuser de fournir un port d'armes à Monsieur Benalla. Voilà. Et c'est vrai. Mais du coup, par la porte, ils sont pas arrivés à l'avoir par la porte, ils l'ont eu par la fenêtre de façon moyennement légale. Voilà.
Est-ce que le coffre-fort est abordé? Je crois pas. Je crois que ce sera c'est une autre enquête, me semble-t-il, le fameux Alors le coffre-fort. coffre-fort, le coffre-fort a été réabordé, si, dans Oui, les ouais. préliminaires dans les premiers jours, et on est toujours au même stade. Ça n'intéresse personne. J'ai ramené ce qu'il y avait dedans qui intéressait l'enquête, et puis voilà. Donc je dis pour caricaturer, imaginons qu'un dealer se fasse prendre, qui dit, bah, écoutez, toute la coke est dans mon coffre, je vous ramène ce qu'il y a dedans, faites-moi confiance. Le reste, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Donc c'est pas à la personne interpellée normalement de faire son choix, c'est à la personne, c'est à la justice de travailler et de demander. Donc ça n'a pas encore été élucidé. Et si M. Benalla avait fait une petite blague quand même que je rapporte sur l'épisode de la perquisition de son domicile, c'est qu'il a dit j'ai quand même été sympa, moi j'ai signé directement l'autorisation de perquisitionner chez moi. Ce à quoi la juge a fait remarquer c'est gentil, mais vous n'avez pas donné les clés de chez vous. Elle a dit c'est un autre sujet. Moi j'ai autorisé, mais je n'ai pas donné les clés. Voilà. Il joue au con ou il est pas malin? Non, je pense qu'il joue autant des fois Monsieur Vincent Kras apporte des réponses pas très malines et des fois un peu plus moins subtiles qu'Alexandre Benalla. Avec Benalla, lui, il joue à se moquer du tribunal très clairement. Et après l'analyse, qui est une analyse, juste une analyse, c'est qu'on imagine que là, Monsieur Benalla, vu ce qu'il raconte, vu les faits, etc., on verra. Mais il devrait avoir une condamnation, quelle qu'elle soit. Mais si jamais il était condamné lourdement, on imagine qu'il fera appel, donc il n'appliquera pas les peines tout de suite et qu'il mise sans doute en appel après l'élection présidentielle, du coup, quelque chose en appel de très léger. Voilà, là on a un peu l'impression qu'on essaye de faire passer la pilule avant les élections présidentielles. Si jamais il y a Donc, besoin de dire, vous avez vu, il a dit. je dirais, pour caricaturer un de tes collègues, anciens collègues, enfin du camp un peu d'en face, le problème de la fausse police, c'est la justice. Non, c'est pas la justice. Là, c'est le politique qui est derrière, parce qu'en fait, c'est le problème ici, c'est ceux qui essayent d'opposer police ou justice dans un sens ou dans l'autre, c'est des feignants intellectuels, c'est-à-dire que ils veulent pas prendre le problème à bras le corps en se disant qu'il y a un problème général, que les deux n'ont pas les moyens. Quand on regarde les budgets aussi bien de la police que de la justice au niveau européen, c'est quasiment les budgets les plus faibles. Juste un exemple pour la justice, quand quelqu'un dépose plainte en France, la plainte est traitée en moyenne devant la justice pour la première audition, comparution au tribunal, c'est plus d'un an. Danemark, 19 jours. Voilà. Donc je crois que les comparaisons, tout est dit. Et la deuxième chose aussi, c'est que ce qu'a rappelé M. Macron, et c'est une nouveauté de ce quinquennat, c'est que les procureurs doivent être aux ordres, la justice doit être aux ordres de l'exécutif. La séparation des pouvoirs est de plus en plus floue, et c'est ça qui pose un problème, c'est l'immixtion du politique dans la justice qui devrait pouvoir travailler sereinement. Et sur un dossier comme ça, je vous laisse imaginer à tous les pressions qu'ont pu recevoir les juges, aussi bien d'instruction que les juges au tribunal aujourd'hui. Bah oui, mais nous, on veut pas imaginer. On veut essayer de comprendre. Toi, tu suis toutes les audiences. Est-ce qu'il y a des signes particuliers, palpables, d'une pression quelconque? Alors sur les juges, là, non, parce que comme je dis, a priori, les juges, on va leur laisser libre cours à leur indépendance, parce qu'ils ont la carte joker de l'appel qui sera après les élections présidentielles pour pouvoir minimiser les peines ou les revoir. La seule chose qu'on m'a fait remarquer, mon avocat, il a dit le procureur qui est là est plutôt un procureur conciliant. Voilà. Donc pour le moment, dans les faits, il n'a pas beaucoup parlé, donc on verra au moment de ses réquisitions à quel niveau il est. Il est prétentieux, le Benalla, comme son pote Macron, d'autres qui disent qu'il ne risque rien. C'est Kitty Lola qui te demande à propos du faux en écriture. Est-ce que ça a été abordé? Alors, il y a un faux en écriture qui a été abordé dans le cadre des passeports. Je ne sais pas lequel elle parle de quel faux. Dans les passeports, il y a un faux en écriture. C'est pour ça que le directeur de cabinet était partie civile, parce que Monsieur Benalla, a priori, a fait passer un document écrit par son chef, le chef de cabinet, mais que le chef de cabinet n'a jamais écrit. Et donc, ça posait une question. Et quand la fonctionnaire qui avait entériné le dossier, elle avait fait un témoignage, donc qui dépend donc du Quai d'Orsay. Monsieur Benalla avait court-circuité la chaîne classique pour obtenir ce passeport, et la fonctionnaire qui lui a délivré elle m'a dit, Monsieur Benalla m'a dit que c'était vu avec Monsieur Emmanuel Macron. Donc j'avais trois options. Soit je lui donnais le passeport et je faisais pas de vagues. Soit je disais ah non mais moi il faut que vous respectiez la procédure. Mais à ce moment-là je risquais des problèmes pour ma carrière. Soit troisième option qui était impossible pour moi, c'est que j'allais voir Monsieur Macron. Est-ce que c'est réellement vu avec vous? Donc voilà, on a aussi sur ce côté le faux en écriture qui montre un dysfonctionnement très grave au sommet de l'État où des passe-droits peuvent se faire parce qu'on pense que le fait du prince est supérieur à la loi. Alors que normalement dans une république, tout le monde est soumis à la même loi, on prend les mêmes parcours. Mais Et Monsieur Benalla, est-ce que oui. ça, tu ne l'as pas vécu tout au long de ta carrière de policier, quelle que soit la préfecture, qu'elle soit de région, de département ou de police? Est-ce que
Est-ce que malgré tout, dans le corps policier, il y a pas cette déférence vis-à-vis du politique et puis finalement, on fait faire à des policiers assez facilement des choses pas terribles, quoi. Alors, il y a un certain niveau pour ceux qui jouent leur carrière au niveau des directeurs, des commissaires, tout ça, effectivement, il peut y avoir une certaine docilité politique. C'est pour ça que je donnais l'anecdote de Monsieur Signomonin tout à l'heure, qui ne voyait pas le problème que Monsieur Benalla et Monsieur Kras, en citoyens lambda, soient équipés comme des policiers. Donc lui, effectivement, il joue sa carrière. Et peut-être que là, comme il a été envoyé à Mayotte, il a peut-être envie de revenir. Du coup, je ne sais pas s'il l'a pris comme une punition ou pas, mais en général, quand on est en fin de carrière, on n'a pas envie d'aller à Mayotte en tant que commissaire. Résultat des courses, on essaye de retourner dans les bonnes grâces. Mais du coup, ça pose un problème. Pourquoi on arrive dans les bonnes grâces? Pourquoi on doit jouer des carrières? Voilà. Et du coup, après, ça redescend en cascade, mais pas du coup pour les mêmes choses. C'est que là, on vous dit, si jamais vous exécutez pas les ordres, ce sera des pressions disciplinaires, des pressions sur vos vacances, enfin tout ce que j'ai pu subir, tout ce que Noah Manoir a pu subir, ou tant d'autres policiers ont pu subir pour avoir dénoncé diverses choses. Donc du coup, il y a deux niveaux. Il y a ceux qui sont soumis aux politiques parce qu'ils jouent leur carrière, et les autres, ils jouent leur tranquillité, leur vie, parce qu'ils sont harcelés tout simplement au travail en fait. Donc il y a ces deux choses. Mais là, on a passé une étape encore plus, c'est que même sur des procédures que j'ai pu subir au Noix Manoir, ça prend du temps. Là, en fait, c'est en un claquement de doigts, ils te disent, voilà, moi j'ai décidé comme ça, et c'est comme ça, c'est moi le chef, c'est vu avec le prince. Et là, on a passé un niveau, c'est que déjà, c'est pas terrible dans la police, mais encore deux, trois lourdeurs administratives qui là, pour le coup, habituellement sont plutôt néfastes, mais donnent un minimum de garantie pour se retourner. Là, ça se fait dans l'instantanéité. Et Monsieur Benalla n'hésite pas à dire, c'est parce que comme ça, je suis efficace et efficient. Grosso modo, la démocratie, c'est pénible, ça va pas assez vite. Deux dernières questions et après je te laisse retourner les plaisirs. Médiatiquement, il y a quasiment rien. Il n'y a pas de papier, il y a pas de reportage. Il y en a eu un peu le premier jour et puis voilà. Est-ce que c'est une vue de l'esprit de ma part ou est-ce que les bancs de la presse sont vides? Est-ce que tu as discuté avec les journalistes, les quelques journalistes qui sont là, pourquoi leurs collègues sont pas là? Qu'est-ce qui explique cette indifférence médiatique? Alors effectivement, le premier jour, il y avait des caméras dans tous les sens. Ils se jetaient sur la moindre chose parce que je sais que je suis sorti parce que mon avocat, Maître Bouzrou, m'a dit, tiens, il y a un journaliste qui voudrait être interviewé. Donc, a priori, le passage n'est pas passé. Mais du coup, on est sorti du tribunal tous les deux. Tous les journalistes se sont rouillés voir ce qui se passait. En dehors de ce moment-là, tous les autres jours, il n'y a plus personne. Et après, c'est a priori ce qui se passe habituellement. C'est ce qu'on m'a dit dans ce type de procès. Donc, on vérifiera à la fin. C'est que les journalistes viennent le premier jour pour le lancement du procès et reviennent les derniers jours pour écouter les plaidoiries et les réquisitoires. Donc, a priori, si tout se passe bien, la presse devrait revenir le 30 septembre et le 1er octobre. Parce que là, il reste encore demain et la semaine prochaine, c'est ça? Et la semaine prochaine complète. Voilà, cette semaine, c'était la première semaine, 3 jours. Là, 3 jours. Non, la première, c'est ça. Et 4 jours la première semaine, pardon. 3 jours cette semaine et la semaine prochaine, 5 jours d'affilée. Et jusqu'à épuisement le dernier jour pour qu'on boucle tout le dossier. Et dernière question sur l'attitude d'Alexandre Benalla. Tu dis plutôt désinvolte? Il est désinvolte vis-à-vis du tribunal. Il a des amnésies très souvent dès que ça ne l'arrange plus. Il peut être précis sur certains points et d'autres points, il n'y a plus personne, il sait plus. Et après, l'autre chose, c'est qu'il est arrogant envers tout le monde. C'est-à-dire que même, il a dit, heureusement que j'étais là parce que les policiers sans moi sont nuls. Bon, les faits le contredisent. La justice ne sait pas ce qu'il fait. Donc, soit les gens n'ont pas compris, soit il ne sait pas. Et quand il y a des témoignages contre lui, c'est les autres qui se sont trompés. Parce que quand même, c'est lui qui sait ce qui s'est passé. Ah oui, alors Donc, justement, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déposé contre Benalla et quelle était la teneur de leur déposition? alors, on a eu hier la personne au Jardin des Plantes qui avait déposé, effectivement, qui a pu être auditionnée aussi avec des questions diverses et variées. Aujourd'hui, on avait les gens du Jardin des Plantes, donc les deux de la deuxième partie, ceux qui avaient filmé et que M. Benalla et Vincent Kras les ont interpellés, supprimé la vidéo sur leur téléphone. Donc, on verra qui a finalement supprimé cette vidéo, parce que c'était une jeune fille. Ils essayaient de sortir du Jardin des Plantes. Les CRS leur indiquaient une direction. Et finalement, M. Benalla et M. Kras leur ont dit, non, mais c'est pas par là, il faut retourner dans l'autre direction. Alors, ils ont dit, attendez, il faudrait savoir dans quel sens on doit aller. Résultat des courses, ils ont dit, attention, elle filme. Ils ont pris le téléphone, ils ont fait supprimer la vidéo. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans le Jardin des Plantes, et c'est là où je voulais en venir au début, sur le rôle de M. Kras dans cette histoire, on a l'impression qu'il est venu pour protéger M. Benalla et que justement il n'y ait pas d'image dérangeante pour l'Élysée. Pourquoi Parce qu'a priori, donc pour le moment on en est du procès, on verra ce qui se décide finalement et comment la vérité va sortir des pièces du dossier. Mais par exemple cette vidéo, a priori c'est M. Kras qui l'a fait supprimer et qui a empêché de filmer. Ensuite, M. Benalla, pour sa première interpellation,
Quand il voit qu'il y a un peu des gens partout, il met une capuche. Avant, il n'a pas de capuche. Autre aussi fait, c'est quand il rentre dans le jardin des plantes, Monsieur Benalla enlève son brassard police pour être discret, alors que Monsieur Kras, lui, au même moment, met son brassard police. Donc on a l'impression que Monsieur Benalla, en fait, il s'est amené avec un ange gardien pour éviter tout cafouillage médiatique sur lequel il pourrait être repéré. C'est pour le moment l'analyse d'une analyse personnelle, donc on verra ce que décide le tribunal, mais voilà, je mets à tout le monde quelqu'un qui met sa capuche quand il commet une action a priori qu'il n'a pas le droit de faire et qu'il n'a pas mis de capuche de la journée, voilà. Il enlève son brassard police alors que le deuxième le met. Quand il y a un film, on supprime le film. Et ce qui est intéressant, c'est le major Mizerski qui avait été fait pour les accompagner. Il a dit, écoutez, dans le périmètre, on a pu revoir la vidéo pour la deuxième interpellation au Jardin des Plantes. Dans le périmètre, on n'est que tous les trois et les seules personnes qui ont un intérêt à que la vidéo ne se diffuse pas, c'est Monsieur Benalla et Monsieur Kras. Il a dit les policiers ont l'habitude d'être filmés. Les deux commissaires, pour le coup, étaient d'accord et réexpliquent à chaque briefing que les policiers peuvent être filmés en service. Bon, malgré ça, il y en a certaines qui ne comprennent pas, mais en tous les cas, ils l'ont rappelé. Et du coup, les seules personnes qui soit ne connaissaient pas la loi, soit avaient un intérêt très particulier à que des vidéos ne sortent pas, c'était Monsieur Benalla et Kras. Donc, il y a tout ce petit jeu où on a l'impression que tout était organisé d'avance pour qu'il y a au cas où il y ait des dérapages qui se produisent, tout soit fait pour que ce soit caché. J'ai une ultime question, parce que elle me taraude depuis 2018. Normalement, il travaille pour l'Élysée. Il est censé être là pour superviser un peu la sécurité du président. Comment il justifie que pendant 2 heures, il part en goguette dans Paris? Est-ce que ça c'est abordé, ça? Le mec il disparaît comme ça, et ciao ciao, je vais faire un tour, je reviens. Est-ce que ça a été Alors, abordé? Juste ça, c'est Alors, il a un petit détail. justifié sa venue en disant qu'il avait besoin pour les déplacements du président de la République, savoir comment se passait un maintien de l'ordre. Voilà, bon, très bien. Bon, Tu jusque-là, m'étonnes. pourquoi pas. Ah, Des, oui. des, obser- des Donc observateurs peuvent si venir. c'est lui qui a renseigné Macron, on comprend mieux ce qui s'est passé quelques mois plus tard. Voilà. Donc voilà, et il a dit donc c'est pour ça. Donc pourquoi pas, les observateurs peuvent venir. Sauf que là, on avait un observateur proactif. Je veux dire, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Un observateur militant. Voilà, militant, ouais, c'est ça. Mais militant jusqu'au bout, parce que petite anecdote aussi, donc on ne sait pas qui c'est qui a dit ça, mais pour le moment, donc c'est au moment où je suis sorti de l'audience, la personne qui était en train de filmer au Jardin des Plantes avant de se faire plaquer contre un arbre et supprimer la vidéo, qui a pu être récupérée parce que quelqu'un a réussi à aller la rechercher dans le téléphone et à remettre la vidéo, sinon cette vidéo n'aura pas pu être présentée, c'est important. Mhm. Et donc cette personne a dit, bah voilà, quand j'ai demandé le matricule des gens qui me présentent quelque chose, il y en a un qui m'a dit 007 et l'autre qui m'a présenté une carte très brièvement que j'ai pas vue avec juste du bleu, blanc, rouge. Et puis ils m'ont précisé que si j'étais pas content de ce qui se passe en France, j'avais qu'à aller vivre à Cuba ou au Venezuela. Donc effectivement, nous sommes bien dans du militantisme politique d'assez bas étage au final. La deuxième chose aussi sur qu'est-ce qu'ils ont fait là. Donc Monsieur Kras, il n'y a pas d'explication à qu'est-ce qu'il fait ici. Voilà. Donc après j'ai dit ils sont partis en goguette. Et en plus au début des interpellations, la première qu'ils font, donc ils sont avec Monsieur Mizerski qui doit les escorter pour la journée. Donc ce major de police qui n'est pas au tribunal parce que justement il a été un peu dépassé par les événements par rapport à sa mission. Mais c'est surtout qu'en plus ils partent en courant sans attendre le major. Ils disent on a entendu un truc sur les ondes, on est parti intervenir parce qu'il fallait qu'on sauve la police. C'est-à-dire qu'en fait, un observateur classique reste derrière son tuteur toute la journée et va pas courir devant lui pour aller faire des interpellations, en plus avec un équipement police. Et il y a eu aussi sur la goguette, il y a aussi une deuxième affaire de Majax. En fait, ici, on a des Houdini, des coffres disparaissent. Et là, on a Monsieur Kras qui a une matraque au Jardin des Plantes. Donc, il a dit, je l'avais pas, c'est Monsieur Benalla qui me l'a donné. Voilà. Alors, Monsieur Benalla dit, ah non, 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 moi, je n'ai pas de matraque, je lui ai rien donné. Résultat des courses, on a une matraque qui arrive au Jardin des Plantes, qui disparaît après le Jardin des Plantes, qui appartient à personne. Voilà. Alors ça Mais s'appelle une baguette magique et pas une matraque. exactement, ils sont très forts. Voilà, ils sont très très forts pour ça. Donc voilà, dès qu'il y a un problème, on se contredit, c'est le en même temps. Ceci dit, c'est cohérent avec la politique d'Emmanuel Macron. C'est le en même temps. Il y a une matraque et il y en a pas. Voilà, c'est. Merci beaucoup Alexandre Langlois, donc envoyé spécial malgré lui d'Opost. Merci en tout cas d'avoir répondu au débeauté à ma proposition, à mon invitation. Toujours avec grand plaisir pour toi, David. Hein. Voilà. Je vais essayer de passer demain, puisque demain, voilà, c'est la place de la Contrescarpe, ne serait-ce que pour accompagner Otto Bouafs, voilà. Et donc, je te dis peut-être à demain. Sinon, éventuellement, la semaine prochaine, on peut peut-être refaire ça pour tu me dis, je suis là pour un débrief. tous les jours au procès et effectivement dans les parties civiles qui sont arrivées
le jour du même du procès. Donc il y avait effectivement Tahabouaf qui s'est mis partie civile le jour, quelques jours avant le début du procès. Donc là, c'était intéressant aussi. Et je sais pas. Et donc il doit effectivement passer demain parce qu'il est particulièrement intéressé par la contre-escarpe. C'est mon côté Colombo. Une dernière question. Dernière Ouais. question. Le ministère de l'Intérieur s'est constitué partie civile? C'est une question rhétorique que tu me fais là. Bien sûr que non, ils sont pas partie civile. Ils ont coupé les fils pour enterrer des commissaires, un qui me semble pas trop responsable vu son niveau de responsabilité, un qui est plus responsable, mais tous ceux qui étaient au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre la liste. Avec Vigie, on a fait le compte de tous ceux qui avaient eu des promotions à l'issue de l'affaire Benalla, le colonel qui dirigeait au niveau du GSPR, général Biofarina qui était le commandement militaire de l'Élysée, Monsieur Gibelin qui était le directeur de la DOPC. Enfin, tous les responsables de premier plan ne sont pas au procès et ont eu des promotions. Donc, je ne vois pas le ministère de l'Intérieur venir embêter ces gens-là, alors qu'ils ont fait tout pour couper les ponts et qu'on se concentre uniquement, en tous les cas au niveau de la police, sur des sous-fifres. Monsieur le policier, on vous libère, mais on vous a à l'œil. Peut-être à demain ou à la semaine prochaine. Bah, demain, la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, merci.